le Real Madrid est éliminé. Et cette fois, ce n'est pas une défaite banale. C'est ce genre de match qui fait rire, mais d'un rire nerveux. Celui qui sort quand tu ne sais plus s'il faut t'énerver, pleurer ou simplement constater que quelque chose s'est cassé. Être sorti de la Coupe du Roi par Albacete Ballon-Pied, une équipe de deuxième division presque relégable dans son championnat, ce n'est pas juste une mauvaise soirée. C'est un signal d'alarme. Un de plus, un très bruyant, parce que le contexte rend tout encore plus lourd. Il y a quelques jours à peine, le club décide de se séparer de Xabi Alonso. Le message est clair, le problème, c'était l'entraîneur. Il n'arrivait pas à gérer le vestiaire, pas à faire jouer cette équipe, pas à trouver les solutions, alors on tranche. On change le professeur en espérant que la classe se mette enfin à travailler. Et derrière, on nomme Alvaro Arbeloa, arrivé depuis 2 jours. 2 jours. Autant dire qu'il n'a encore rien installé, ni ses principes, ni ses automatismes. Et soyons clairs dès maintenant, cette élimination n'est pas son échec à lui. Pas encore. Mais elle raconte déjà quelque chose de beaucoup plus profond parce que ce match-là, au-delà du score, au-delà du scénario, donne une sensation glaçante. Le Real Madrid ne se reconnaît plus lui-même. On parle d'un club qui, sur les 10 dernières années, a souvent flirté avec le chaos, mais rarement avec autant de confusion permanente. Entraîneurs qui sautent, discours contradictoires, joueurs annoncés comme des cracks, puis perdus dans la masse, décisions prises dans l'urgence. On a parfois l'impression d'assister à un feuilleton où chaque épisode promet un renouveau pour finir sur la même frustration. Face à Albacete, tout semblait réuni pour une réaction d'orgueil. Même sans briller, même sans dominer outrageusement, le Real devait montrer quelque chose. De la maîtrise, de la personnalité, un minimum de sérieux. Mais non. Albacete a mené 2 fois au score. Albacete a joué sans complexe. Albacete a semblé plus clair dans ses idées. Et là, une question s'impose. Comment en est-on arrivé à ce point? C'est un peu comme une grande équipe de lycée qui change de prof principal tous les 3 mois, mais garde exactement les mêmes élèves dissipés au fond de la classe. Tu peux changer la méthode, le ton, les règles. Si ceux qui sont sur le terrain n'assument pas, rien ne bouge vraiment. Ce match n'a pas seulement éliminé le Real de la Coupe du Roi. Il a mis à nu un malaise structurel. Une accumulation de petits renoncements devenus un énorme problème. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi cette défaite n'est pas un accident isolé? Pourquoi elle résume les dérives actuelles du club? Et surtout, comment, sur le terrain, tout s'est progressivement déréglé. Maintenant, on va voir pourquoi ce match compte vraiment, pas seulement parce que le Real Madrid est éliminé, mais parce que la manière raconte beaucoup plus que le résultat. Déjà, il faut comprendre une chose essentielle. Albacete n'a pas gagné par miracle. Ce n'est pas un but gag, un penalty douteux ou une erreur isolée. Non, Albacete a été cohérent, organisé, discipliné. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et surtout, ils savaient exactement à qui ils avaient affaire. C'est là que ça fait mal. Parce que le Real Madrid aujourd'hui donne l'image d'une équipe prévisible, une équipe qui a le ballon. Oui, mais qui ne sait plus quoi en faire une fois qu'elle arrive dans les 30 derniers mètres. C'est un peu comme une formation qui maîtrise parfaitement l'échauffement, mais qui oublie comment jouer le match. Albacete a simplement mis un bloc compact. Pas de pressing fou, pas de folie tactique. Juste des lignes serrées, des distances courtes et une idée claire. Laissez-les avoir le ballon, ils finiront par se neutraliser eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Real a tourné. Latéral central, milieu, retour, derrière, encore et encore. Beaucoup de passes, très peu de ruptures. Très peu d'appels tranchants, très peu de mouvements coordonnés. On parle souvent de manque d'envie. En réalité, c'est plus grave que ça. C'est un manque de structure. Prenons l'exemple du milieu. Sur le papier, tu as des profils capables de jouer. Mais dans les faits, personne ne sait vraiment quand accélérer, quand fixer, quand casser une ligne. Le résultat, dès qu'Albacete mettait 2 joueurs à la pression, le ballon repartait en arrière. Sécurité maximale, risque minimum, danger quasi nul. Et devant, c'est encore plus frappant. Le numéro 9 a vécu un match fantôme, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a jamais été servi dans de bonnes conditions. Aucun ballon entre les lignes, aucun centre réellement dangereux, aucun décalage propre. Quand ton attaquant touche moins de ballons que tes défenseurs centraux, le problème est collectif. C'est là que la comparaison fait mal. Une équipe de 2e division semblait mieux savoir comment attaquer les espaces que le Real Madrid. Et défensivement, parlons-en. Les coups de pied arrêtés sont devenus une angoisse permanente. Corner contre le Real, frisson immédiat. Coup franc excentré, panique silencieuse. Ce n'est pas nouveau, mais ce match l'a confirmé. Le Real est fébrile, mal positionné, mal coordonné. Les marquages sont approximatifs, les réactions lentes et surtout, il n'y a pas ce leadership défensif qui rassure tout le monde. Même quand le Real égalise, il ne dégage rien. Pas d'élan, pas de sentiment de domination retrouvé.
juste un sursis. Et là, on en arrive à une erreur fréquente dans la lecture de ce genre de match. Beaucoup vont dire, c'est normal, il y avait des remplaçants. Ou l'entraîneur vient d'arriver. Oui, mais non. Parce que même avec des rotations, le Real Madrid doit afficher une identité minimale, un comportement, une intensité, une manière de gérer les temps faibles. Or, ici, on a vu une équipe sans repère, sans automatisme, sans plan B, quand le plan A ne marche pas, et surtout sans réaction émotionnelle. Et ça, c'est peut être le plus inquiétant. Dans les grandes équipes, même quand tout va mal, il y a toujours un moment où quelqu'un s'énerve, où quelqu'un crie, où quelqu'un tente quelque chose. Là, rien, un calme presque irréel, comme si la défaite était déjà acceptée intérieurement. Dans la suite, on va décortiquer plus précisément ce qui n'a pas fonctionné tactiquement, les choix, les rôles, les déséquilibres, et pourquoi certains profils semblent aujourd'hui totalement à contre-emploi dans ce Real Madrid. Alors, passons maintenant au cœur du problème. Le terrain, le jeu, les mécanismes. Parce que tout ce qu'on a ressenti émotionnellement se confirme image après image quand on analyse froidement le match. Ce Real Madrid-là joue sans colonne vertébrale claire. Dès la relance, on voit un premier déséquilibre. Les centraux ont le ballon, prennent le temps, parfois trop. Le milieu décroche, mais sans intention précise. Ce n'est pas une descente pour créer une supériorité, c'est une descente pour se rassurer. Résultat, les lignes sont étirées, les distances augmentent et Albacete n'a même pas besoin de presser fort. Il suffit d'attendre, c'est un peu comme une équipe qui avance avec le frein à main. Elle bouge, mais elle ne menace pas. Au milieu, le rôle du numéro 6 est central dans ce genre de match. C'est lui qui doit donner le tempo, orienter, casser une ligne par la passe ou la conduite. Là, on a vu un profil appliqué, propre, mais inoffensif. Beaucoup de passes latérales, très peu de prise de risque. Et dans un match de coupe face à un bloc bas, c'est exactement ce qu'attend l'adversaire à ses côtés. Les milieux intérieurs n'ont jamais réussi à créer un vrai lien avec l'attaque. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient souvent dos au jeu, trop bas, trop loin du but. Quand ils se retournaient, Albacete était déjà en place. 2 joueurs à pression, une ligne défensive compacte et fin de l'histoire. C'est là qu'on voit une erreur tactique majeure. Le Real a confondu possession et contrôle. Avoir le ballon, ce n'est pas contrôler un match. Contrôler un match, c'est décider où il se joue, à quel rythme et dans quelle zone. Et offensivement, c'est encore plus parlant. Les ailiers recevaient le ballon arrêté, pas lancé, pas dans le dos de la défense. Arrêté, collé à la ligne avec un défenseur déjà en face. Dans ces conditions, même les meilleurs dribbleurs du monde deviennent prévisibles. Un crochet, un retour intérieur, une passe en retrait. Et on recommence le circuit stérile. Le numéro 9, lui, était complètement isolé. Pas de centre tendu, pas de ballon coupé au premier poteau. Pas de dédoublement constant des latéraux pour étirer le bloc. Il passait son temps à lever les bras, puis à décrocher, faute de service. Et quand on avançant doit sortir de la surface pour toucher le ballon, c'est que quelque chose est cassé dans l'animation. Défensivement, le constat est presque plus inquiétant. Sur coup de pied arrêté, le Real défend en réaction, jamais en anticipation. Les appels adverses ne sont pas suivis jusqu'au bout, les zones sont mal attaquées. Et surtout, personne ne commande, personne ne replace, personne ne calme. C'est exactement comme une équipe qui panique à chaque corner. Et à ce niveau-là, c'est pas acceptable. Le but encaissé sur transition en fin de match résume tout. Perte de balle, mal sécurisé, repli défensif lent. Aucune faute tactique pour casser le rythme. Un adversaire qui frappe sans être réellement attaqué. Pas un exploit individuel. Juste une équipe qui a compris comment faire mal à un géant désorganisé. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Ce Real Madrid ne sait plus gérer les moments clés. Les 5 minutes après un but, les 5 minutes avant la mi-temps, les dernières minutes quand il faut verrouiller ou pousser intelligemment, tout est joué à l'instinct, à l'improvisation, à l'espoir qu'un éclair individuel règle le problème. Mais le football moderne ne fonctionne plus comme ça sur la durée. Dans la suite, on va voir les erreurs de lecture que font beaucoup de supporters et de médias sur ce match. Pourquoi certaines critiques passent à côté du vrai problème? Et c'est que cette élimination dit vraiment de l'état du Real Madrid aujourd'hui. Dans la suite, il faut corriger certaines lectures trop rapides. Parce que depuis ce match, beaucoup d'analyses passent à côté de l'essentiel. Première erreur classique, réduire tout ça à un problème d'entraîneur. C'est tentant, c'est simple, c'est rassurant.
On l'a fait avec Xabi Alonso et on est déjà en train de le faire avec son successeur. Mais soyons honnêtes, ce match montre surtout que Real Madrid est devenu un club où changer de coach sert souvent à masquer des dysfonctionnements plus profonds. Un entraîneur peut organiser, corriger, ajuster, mais il ne peut pas créer de la personnalité là où elle a disparu. Deuxième erreur fréquente, pensez que ce n'est qu'un match de coupe. Non, un match de coupe contre une équipe inférieure, c'est un révélateur brutal. Parce qu'il enlève toutes les excuses. Tu as plus de talent, plus de moyens, plus d'expérience. Si tu perds, c'est rarement par hasard. C'est souvent parce que tu n'as pas respecté les bases, intensité, concentration, humilité. Et ce Real-là, depuis trop longtemps, joue comme s'il allait gagner par statut. Troisième erreur, s'acharner sur un ou deux joueurs. Oui, certains ont été très en dessous. Oui, certains profils semblent aujourd'hui limités pour ce niveau. Mais le vrai problème, c'est l'ensemble. C'est une équipe où trop de joueurs jouent pour survivre au match, pas pour le dominer. Où chacun se cache derrière le système, derrière le coéquipier, derrière la hiérarchie. C'est là que la notion de loyauté des supporters prend tout son sens. Beaucoup continuent de soutenir, non pas parce qu'ils prennent du plaisir, mais parce qu'ils aiment ce club profondément. Parce que le Real Madrid, c'est pas juste 90 minutes. C'est une histoire, une identité, une fierté. Et quand cette identité se dilue, la frustration devient énorme. Ce match a aussi mis en lumière un autre point rarement abordé. Le manque de leaders fonctionnels sur le terrain. Pas des leaders de nom, des leaders d'action. Ceux qui parlent, ceux qui replacent, ceux qui provoquent une réaction après un but encaissé. Quand Albacete marque, tu vois immédiatement leurs joueurs se parler, se replacer, se motiver. Quand le Real encaisse, tu vois des regards au sol, des bras levés, des attentes silencieuses. Et ça, ce n'est pas un problème tactique. C'est un problème de culture collective. On peut changer les systèmes. On peut faire tourner l'effectif. Mais tant que le club ne se regarde pas honnêtement dans le miroir, rien ne changera durablement. Dans la suite, on va entrer dans quelque chose de très concret. Comment lire ce Real Madrid match après match? Quels signaux doivent alerter dès les premières minutes? Et surtout, comment comprendre à l'avance si l'équipe est en train de plonger ou de réagir?